Bonsoir tout le monde, que ce soit sur le Maroc ou ailleurs dans le monde, toutes ceux et celles qui nous écoutent et qui nous suivent dans cette conférence que nous avons le plaisir de la voir et avoir notre ami Yann pour la présenter, cette conférence intitulée, intitulée Réalité augmentée et réalité virtuelle, l'art de s'augmenter dans le cyberspace. Cette conférence qui rentre dans le cadre des activités que la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Belmsic Université Hassan II de Casablanca organise en parallèle aux activités programmées dans le cadre du Salon du livre universitaire virtuel, une première édition que le ministère a lancée cette année, une édition spéciale, une édition qui montre l'ouverture de l'université marocaine sur l'international, sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux moyens de communication, surtout dans l'évolution qu'a connue le monde ces dernières années et qui a été accentuée cette année avec tout ce qui nous a touchés à cause de Corona, le confinement et autres, une situation qui a montré l'importance du monde virtuel pour pouvoir communiquer entre les gens, parce que c'était dans dans beaucoup de temps le moyen presque unique pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger et interagir, que ce soit sur le sol d'un pays ou sur le sol international. Et nous, dans le cadre du Festival international d'art vidéo, nous avons travaillé depuis plusieurs années pour aller avec l'actualité du monde de la technologie. Et c'est là où on a eu le plaisir d'inviter un certain nombre d'amis, entre autres notre cher ami, Monsieur Yann, que Sadati tout à l'heure le présentera. Un grand homme qui est devenu avec le temps un grand ami du festival, un ami qui nous soutient par la réflexion, par l'échange, par les recommandations et par le conseil. Et personnellement, je suis très honoré de l'avoir ce soir avec nous pour présenter cette conférence. Je disais au début que l'évolution qu'a connue le monde dans le monde de nouvelles technologies nécessite à ce que nous, l'université, et nous, le festival d'art vidéo qui a été et est toujours intégré dans les nouvelles technologies et qui cherche à être dans l'actualité, le up to now, qui se veut une activité internationale qui cherche à être dans les devants, dans les nouveautés, surtout dans les nouvelles technologies qui, comme je disais, deviennent de plus en plus un luxe, mais un besoin dont on ne peut pas s'en passer. Je ne prends pas la parole, je voulais juste dire bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent à travers Facebook et à travers le lien direct de cette conférence. Bienvenue au Festival international d'art vidéo de Casablanca, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Belmsic Université Hassan II. Nous souhaitons que cette conférence nous donnera de plus en plus appétit à intégrer, à nager, à voyager dans le monde virtuel. Et bien sûr, notre ami Yann, il va sans doute nous ramener, nous drainer dans un monde, un voyage spirituel spécial, comme il a l'habitude de le faire avec nous dans les dernières éditions. Et bien sûr, il va se poser et il va nous donner également l'occasion de se poser un certain nombre de questions sur le devenir de la technologie et de notre devenir à côté de cette technologie virtuelle.
Monsieur Yann, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie Majid Selati qui a préparé, qui a conçu cette rencontre. Et bien sûr, je remercie également les responsables de notre ministère qui ont accepté l'intégration de cette activité dans le cadre de premier salon international, le salon du livre virtuel universitaire. Je remercie également la présidente, Madame Hayar, Awatif Hayar, la présidente de l'université Hassan II, qui nous a soutenus pour la mise en place de cette table ronde. Madame Hayar, qui est très impliquée dans le domaine de nouvelles technologies. Et c'est là un hommage à notre université, un hommage qui donne une idée réelle de ce que nous sommes en tant qu'université qui cherche à être dans l'actualité et la modernité et dans le domaine de demain et d'aujourd'hui, c'est le domaine du monde virtuel. Sadati, vous avez la parole. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur Goïgaï, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'UNICIC, président du Festival international d'art vidéo, dont je suis le directeur artistique. Donc, bonsoir à toutes et à tous. À l'occasion de la première édition du Salon virtuel du livre universitaire organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Et évidemment, et dans le cadre des activités organisées par notre faculté, notamment par le Festival international d'art vidéo qui accueille aujourd'hui l'artiste français Yann Min, qui donnera tout à l'heure une conférence intitulée La réalité en réalité augmentée, réalité virtuelle, l'art de s'augmenter dans le cyberspace. Donc, avant de céder la parole à M. Yann Min, j'aimerais bien le présenter au public marocain. Yann Min, artiste et chercheur cyberpunk, nonote, créateur de nous Museum, un musée dématérialisé immersif en réalité virtuelle, créateur de monde virtuel et persistant, écrivain de science-fiction, conférencier multimédia, spécialiste de cyberculture, enseignant et formateur en 3D, en réalité augmentée et virtuelle. Yann Min se décrit comme un nonote cyberpunk, un explorateur des cyberspaces et de l'atmosphère. Outre son expertise technique en réalisation multimédia immersive, 2D, 3D et vidéo, ses 40 années d'expérimentation de création dans le cyberspace lui ont inspiré une réflexion originale sur l'évolution de notre modernité du vivant. Influencé entre autres par la lycanthropie cybernétique, la mimétique, l'extropie transhumaniste et la noosphère. Plusieurs fois primé pour ses créations, membre de l'Institut pour l'étude des relations homme-robot, Yann Min a contribué à plusieurs ouvrages et collectifs scientifiques ainsi qu'à de nombreuses expositions d'art internationales. Donc, comme vous l'avez constaté dans cette petite présentation de Yann Min, Yann utilise évidemment beaucoup de néologismes et de concepts qu'il a forgés lui-même. Et nous aurons l'occasion, donc, lors de sa conférence, de le comprendre davantage. Réalité augmentée, réalité virtuelle, l'art de s'augmenter dans le cyberspace est le titre qu'a choisi Yann Min pour sa conférence. À vous la parole, monsieur Yann Min. Alors, je rétablis mon audio, voilà. Bonjour, bonsoir à tous. Un immense merci de m'avoir invité parmi vous ce soir. Je suis très, très honoré, très flatté de cette invitation. Alors, je vais aller vite pour
on va faire une promenade ensemble dans les mondes virtuels, dans le cyberespace, etc. Et je vais déjà commencer par augmenter notre relation cyberspatiale. Juste une aparté pour expliquer deux choses très très vite. Le nous-note ou no-note, c'est un néologisme que j'ai forgé qui, pour moi, sert à décrire le travail des chercheurs, des artistes, de tous les explorateurs du cyberespace et des sphères informationnelles. C'est-à-dire nous sommes des nautes, des voyageurs, des explorateurs du no. Le no étant la spiritualité, l'information, le cyberespace. Et puis l'autre chose, c'est mes petites oreilles. Elles sont branchées sur mon cerveau via ce capteur-là. C'est un jouet, c'est un jouet japonais, mais qui est amusant puisqu'il réagit plus ou moins de façon pertinente ou aléatoire avec ma pensée. Et donc, des fois, elle bouge, mais ça peut être pertinent comme ça peut ne pas l'être. Voilà. Et alors donc, je vous invite à faire une balade. On va aller se promener dans mon No Museum, qui est mon support à conférence, qui est aussi un dispositif pédagogique virtuel. C'est-à-dire, ça fait depuis 2003 que j'enseigne, je donne des cours dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs sur l'histoire de la cyberculture. Et mon support pédagogique est un espace immersif virtuel, augmenté d'ailleurs aussi, que je donne à mes étudiants et dans lequel nous allons nous promener. Et donc là, nous allons nous balader dans cet espace-là qui va me servir de support à une pérégrination, un petit voyage dans le cyberespace, dans mon cyberespace, dans mon musée virtuel, pour vous illustrer ma réflexion personnelle sur l'ensemble d'ailleurs de réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle. Alors je vais partager mon écran, ce qui va me permettre, on va juste, hop, voilà, j'active le partage d'écran. Alors normalement, Magid, tu vas me confirmer que vous voyez bien mon personnage dans le No Museum, c'est ça ? Voilà. Alors, la première chose que je vais commencer, c'est vous parler de justement ce qu'on appelle la réalité augmentée, et je vais vous montrer quelques extraits d'œuvres que j'ai faites en réalité augmentée dans le musée. Alors, comme ça serait très très long je m'étais dit que je pouvais éventuellement vous faire une démonstration de fabrication de réalité augmentée, mais c'est quand même assez long. Du coup, je vais plutôt vous faire des démos vidéo de ces dispositifs-là. Alors, on est actuellement dans mon No Museum, et vous voyez, ça c'est mon avatar, c'est un de mes avatars. Donc on est déjà, je suis augmenté par mon avatar dans mon musée virtuel, et on va se diriger vers ce que j'appelle mes dioramas, c'est des petites salles, voilà, que j'ai consacrées qui me permettent d'illustrer mon propos. Alors, dans la notion de réalité augmentée, déjà je vais vous montrer ce qui se passe actuellement. En termes de réalité augmentée, c'est quelque chose qui est pas récent. En réalité, c'est des recherches qui ont lieu depuis très très longtemps. Et voyez là, dans cet écran, c'est quelque chose que j'ai filmé en l'an 2000. Alors, c'est de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. C'était à la Brown University à Providence, aux États-Unis, et c'est un dispositif qu'on appelle The Cave. Et c'est très intéressant puisque c'est une université arts et sciences, donc en l'an 2000, qui était équipée d'une machine qui valait à l'époque $1 million et qui permettait d'immerger les utilisateurs à l'intérieur d'un espace virtuel sans casque. Donc ça valait une fortune, et c'est en fait, en gros, ce sont les précurseurs des dispositifs contemporains. Et là, vous voyez, c'est un étudiant. C'est un étudiant-chercheur, mais ça reste un étudiant qui a accès à cette technologie à $1 million et qui va fabriquer, à l'époque, il nous fait une démonstration, un système qui permet de peindre, de dessiner dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on a un précurseur d'un dispositif qu'on appelle actuellement Tilt Brush. Et donc là, ce que vous voyez dans l'écran, évidemment, c'est en 2D. Mais si vous avez les lunettes à obturation, ou si vous avez un casque de réalité virtuelle, comme ce genre de casque que j'ai là, eh bien, vous dessinez dans l'espace. Vous dessinez dans l'espace autour de vous, dans le vide. Et là, vous voyez, cet étudiant avait déjà mis au point, dans le cadre de ses cours et de ses recherches, un dispositif qui anticipait un best-seller actuellement de la réalité virtuelle qui est Tilt Brush. Ça s'appelle Tilt Brush, qui est aussi utilisé pour faire du storyboard, maintenant en 3D immersive, aux États-Unis, entre autres. Et vous voyez, là c'est les ordinateurs qu'ils utilisent, qui étaient, tout ce dispositif-là valait une fortune. Et c'était très intéressant parce qu'à l'époque, je m'étais dit, mais quel intérêt de travailler sur des dispositifs qui valent si cher,
et qu'il n'existe qu'il y avait très peu de caves dans le monde, hein, d'endroits dans le monde où on pouvait utiliser ces dispositifs et voir les œuvres réalisées avec. Eh bien, 30 ans après, nous sommes dedans, 20 ans, 30 ans après, en fait, toutes ces technologies-là se répandent sur la planète, et très précisément à partir des États-Unis, qui avaient largement anticipé dans leur formation pédagogique, dans leurs écoles, le futur dans lequel on allait se diriger. Alors, la suite, donc je vais me déplacer. Donc après The Cave, je voulais vous montrer après les moments où il y a de la réalité augmentée qui se produit. Alors, je vous fais une petite anecdote parce qu'elle est drôle. Ça, c'est là que j'habite actuellement, où mon épouse a acheté un appartement dans le Palacio d'Abraxas. Le Palacio d'Abraxas, c'est une immense architecture dystopique qui a été créée par Ricardo Bofill, l'architecte Ricardo Bofill. Et une chose très intéressante qui se produit chaque année, c'est qu'il projette le film Hunger Games qui a été tourné dans le Palacio d'Abraxas. C'est-à-dire, dans ce lieu a été tourné un film en cinéma. Et une fois par an, il projette le film dans le décor dans lequel ça a été tourné. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça provoque un choc mental. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le décor d'un film, c'est rarissime que vous puissiez être immergé à la fois dans le film, mais que vous regardez le film dans le décor dans lequel a été tourné le film. Et donc cette expérience cognitive très très particulière, j'ai pu la vivre régulièrement, et le cerveau a une réaction très étrange. C'est-à-dire, il y a un moment de flottement où l'imaginaire se superpose au réel. Et quand l'imaginaire se superpose au réel, le cerveau ne sait plus faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Il y a un moment de conscience modifiée où la réalité, le virtuel, se mélange avec le réel. Et alors, donc là, c'est déjà une expérience intéressante à vivre, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est augmenté, qui est déjà augmenté comme vous l'avez au quotidien, par son architecture. Hein. Là, on a une architecture grandiloquente, exceptionnelle. Et donc, chaque fois que vous êtes dans un lieu dont l'architecture, et j'ai eu la chance, grâce au festival, de visiter les magnifiques monuments et bâtiments que vous avez au Maroc, il y a une émotion très forte. Pourquoi ? Parce que le bâtiment génère un imaginaire. Il y a un mélange qui se produit entre notre relation au réel et un espace qui génère un espace noosphérique, un espace informationnel, un espace imaginaire qui vient se mélanger à la réalité. Et là, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est que nous commençons à avoir des dispositifs. Alors là, je vais vous montrer un des plus connus de dispositifs de réalité augmentée qui s'appelle Ingress. Donc c'est une petite balade qu'on va faire ensemble. Je ne vais pas m'attarder, ça dure quand même à peu près 10 minutes, hein, cette promenade. C'est un monde virtuel que vous avez sur votre smartphone. Et là, je suis justement sorti chez moi dans le Palacio d'Abraxas, vous voyez, avec Ingress. Ingress, c'est le précurseur des Pokémon. Hein, c'est-à-dire, vous avez tous entendu parler de cette folie des Pokémon, c'est typiquement de la réalité augmentée. C'est-à-dire, grâce à nos smartphones, qui sont des appareils de synchronisation sociale très puissants, synchronisation culturelle, synchronisation temporelle, synchronisation du travail, nous pouvons aussi rajouter une couche informationnelle supplémentaire au réel. Hein. Et donc là, en l'occurrence, c'est un jeu, mais c'est un jeu assez impressionnant, assez dramatique, où on va avoir une sorte de guerre qui se produit entre deux factions principales. Je ne vais pas vous résumer toute l'histoire de Ingress, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il y a une musique. Quand on se balade avec Ingress et qu'on a un casque, il rajoute comme le Walkman. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle le Walkman. Vous vous rappelez quand les premiers Walkman sont apparus, précisément le Walkman rajoute la dramaturgie musicale sur notre quotidien. Voilà, là vous venez d'entendre une des voix des personnages de Ingress. Et là, on rajoute une dramaturgie sur le réel. Et ça fonctionne. Hein, c'est assez impressionnant puisque on mélange une relation à la réalité à un espace, un cyberespace immatériel qui vient s'ajouter à la réalité et qui la dramatise, qui rajoute une dimension, en l'occurrence vidéoludique. Je ne vais pas m'attarder sur Ingress, mais alors ça marche dans le monde entier. Ingress, c'est Google à l'origine, hein, c'est intéressant. Google s'en est servi d'ailleurs pour enrichir sa base de données, puisque avec Ingress, vous pouvez toujours d'ailleurs photographier des lieux qui vous paraissent emblématiques et générer un espace vidéoludique
à l'échelle internationale, basé sur la cartographie de Google, entre autres. Je vais vous montrer un autre dispositif de réalité augmentée très à la mode en ce moment, du coup que j'ai expérimenté. Alors, il se produit un phénomène, c'est que, alors, évidemment, je ne sais pas quel est votre niveau technique, hein. Il y en a certains à qui je suis en train de raconter des évidences, et puis sans doute parmi vous des gens qui ne voient pas du tout de quoi il est question. Alors là, justement, c'est intéressant. Ce qui se produit en ce moment, c'est un phénomène que le directeur d'un centre culturel consacré à la cyberculture qui s'appelle le Cube à Paris, Nils Asiusmanov, a baptisé du très très joli nom d'empowerment créatif ou émancipation créative. Ce qui est en train de se produire, qui est un phénomène à l'échelle planétaire, il y a eu une accélération de l'histoire. On va y revenir, mais nous vivons tous à l'échelle planétaire actuellement une accélération de l'histoire prodigieuse, hein, qui est exponentielle, qui part en augmentant, qui est basée sur une théorie, sur un concept, sur une intuition qu'on appelle la loi de Moore. Et en fait, cette accélération de l'histoire change notre relation au monde, à la société, mais quasiment toutes les semaines maintenant, hein, ça va de plus en plus vite. Et ça a généré dans les jeunes générations actuellement un processus que Nils Asiusmanov appelle donc l'empowerment créatif ou l'émancipation créative. C'est-à-dire les jeunes générations s'emparent d'outils très complexes. Hein. Vous vous emparez, si vous faites partie des générations X, Y, Z et Alpha, vous vous emparez très naturellement des outils que vous trouvez à disposition sur les réseaux numériques pour faire quoi ? Pour faire de l'art. Pour faire de la création. Hein. Massivement, les nouvelles générations se sont mises à faire de la création, hein, pas seulement consommer de l'art, hein, ce qu'on a fait dans notre génération de boomers, mais fabriquer de l'art, hein, s'attaquer à la fabrication d'art. Et parmi les outils qui sont le plus répandus actuellement, qui sont très à la mode, on a les outils justement d'augmentation, de réalité augmentée à travers Snapchat, à travers Facebook, etc., qui vous permettent de vous augmenter. Donc là, c'est un logiciel qui s'appelle, alors j'oublie à chaque fois son nom, mais vous voyez là, ce que vous voyez sur l'écran, j'ai fait une petite démo rapide, hein, parce que c'est extrêmement simple. C'est ça qui est intéressant, c'est que un amateur peut se mettre, grâce en travaillant un tout petit peu, en suivant justement les tutoriaux, apprendre à fabriquer de l'image de synthèse, de la 3D, et de pouvoir s'augmenter. Et là, en l'occurrence, vous voyez, là, je me suis créé mes petites oreilles et je me suis augmenté dans le smartphone. C'est-à-dire que là, si on peut fabriquer un dispositif qui nous augmente, et ça, tout le monde joue à ça actuellement, à l'intérieur du smartphone. Ça, c'est de la réalité augmentée, hein, c'est encore une façon de s'augmenter. Alors, on s'augmente dans le cyberespace, c'est-à-dire après, on peut s'augmenter dans le réel, et là, on s'augmente dans l'espace virtuel. Ce qui fait qu'on développe d'individualité. C'est-à-dire petit à petit, on s'habitue à créer des doubles de nous-mêmes dans le cyberespace qui sont à notre image ou à notre image amplifiée. Là, je vais vous montrer les derniers. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Magid, tu n'hésites pas à me prévenir quand il ne me reste plus que 10 minutes, hein, de façon à... Hein ? Alors, j'ai eu le plaisir d'être invité à ton festival, donc il y a déjà pas mal d'années. Donc là, c'est des vidéos de mes créations en réalité augmentée. C'est-à-dire que ce sont des œuvres graphiques qui étaient exposées d'ailleurs à l'Institut français de Casablanca. Et vous voyez là un ami du festival qui joue avec une de mes images augmentées. C'est-à-dire qu'avec un smartphone, si vous regardez l'image, eh ben vous voyez cette animation apparaître. Et c'est relativement facile à faire. J'utilise pour cela un logiciel qui s'appelle Hijack, qui a d'ailleurs été créé par un jeune artiste australien extrêmement talentueux, qui s'appelle Soutou, qu'on appelle Soutou. Et en fait, quand je donne des cours, je donne aussi des cours de 3D dans les grandes écoles, fabriquer une animation de ce type-là, alors l'animation est difficile à faire, et un peu complexe, mais par contre fabriquer l'augmentation, c'est-à-dire faire en sorte que le smartphone déclenche l'animation lorsque l'image rentre dans le champ de la caméra du smartphone, c'est extrêmement simple, tellement simple que je ne l'explique même pas aux étudiants. C'est-à-dire je leur dis, vous allez prendre le tutoriel de Hijack et vous suivez le tutoriel. Et c'est d'une simplicité absolue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est accessible en général à la majorité des gens de la planète, c'est-à-dire que la très grande majorité des jeunes générations et des anciennes peuvent très facilement augmenter le réel. Donc c'est pas juste un processus qui est réservé aux artistes, c'est pas juste un processus qui, comme avant dans la pyramide de la création, était réservé à ceux qui faisaient partie, qui avaient développé la technicité, la compréhension, etc. Maintenant, ça devient populaire. Hein, c'est un processus que la réalité augmentée devient populaire et on s'habitue de plus en plus à côtoyer
à vivre dans un monde, dans un quotidien où le réel, un espace informationnel vient s'ajouter par-dessus le réel. Alors là, vous voyez, pareil, c'est une allégorie du cybernétique, du sens de la vie, et qui est tirée en très très grand. L'image est très très grande, ce qui nous permet d'interagir avec des personnages plus grands que nous-mêmes ou à notre échelle en réalité augmentée. Alors, maintenant, je vais revenir un peu maintenant que je vous ai montré déjà fait ce petit historique rapide, et c'est ancien, hein, les précurseurs en France, moi je me rappelle, c'est Maurice Benayoun et le dessinateur... qui faisait Urbican, hein, un dessinateur très connu, avait déjà sorti des images augmentées dans ses bandes dessinées, il y a plus de 10 ans. Le problème était la technologie, c'est-à-dire qu'à l'époque, la technologie, il fallait une technologie assez sophistiquée pour pouvoir voir de l'image augmentée. Là, un simple smartphone, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est que pour la réalité augmentée, nous exploitons les capacités des smartphones. Les smartphones sont équipés d'un gyroscope, d'un système de tracking qui fait que, built-in, hein, naturellement, nous pouvons émuler ces fonctions-là. Maintenant, ils arrivent à aussi détecter avec le lidar de la 3D dans l'espace. Et donc, on va, avec ces gadgets-là, enrichir de plus en plus notre quotidien, notre environnement par de l'augmentation informationnelle. Et alors, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, c'est là que je voulais vous raconter une petite histoire. Alors, on va revenir dans mon nouveau muséum. Je vais revenir en arrière et je vais revenir aux premiers êtres, je dirais non augmentés de l'histoire. C'est-à-dire, il y a eu un moment où il y a eu sur Terre, en théorie, des créatures non augmentées. Là, vous voyez, je suis revenu dans l'arche, à l'époque de l'arche, hein, l'arche de Noé, mais avant même l'arche de Noé, je suis revenu à l'époque de la mythologie mésopotamienne, qui est la plus ancienne mythologie dont on a une trace écrite, et qui raconte déjà, donc là, vous voyez, il raconte déjà l'histoire de l'arche qui est ronde, mais surtout, je reviens dans l'époque des mythologies. Et là, je vous montre deux personnages que vous connaissez très certainement. C'est Adam et Ève. Et Adam et Ève ont quelque chose de très caractéristique, c'est qu'ils ne sont justement pas augmentés. Et en fait, ils n'ont pas de... comment on pourrait dire, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de vêtements. Ce qui caractérise Adam et Ève dans notre mythologie des religions révélées, c'est qu'ils n'ont pas de vêtements. Or, les vêtements sont des augmentations, c'est-à-dire ce sont des outils qui servent à la fois à nous protéger des intempéries, etc., ou même du sol, comme les chaussures, mais aussi des outils communicants. Il n'y a pas de vêtements, même dans toutes les archives archéologiques que nous extrayons actuellement, de vêtements qui ne soient pas informés et informationnels. C'est-à-dire les vêtements transmettent de l'information. L'humanité est liée à l'information et le rôle de l'information est essentiel. Et donc, Adam et Ève ne sont pas humains, parce qu'ils sont nus au paradis, ils n'ont pas d'outils. Ce qui caractérise l'humain, c'est qu'il s'augmente. Hein, ça, c'est un point de vue donc cybernétique. Et alors, vous voyez, je l'ai mis en parallèle avec les dessins d'Okuzai, le japonais, pour une raison précise, c'est que les Japonais, ils sont très intéressants. Là, c'est un extrait d'un documentaire extraordinaire qu'a fait Marc Caro, le réalisateur Marc Caro, qui s'appelle Astro Boy in Wonderland. Et normalement, il ne démarre pas. J'ai un petit bug, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais en gros, le concept est simple. Le Japon est de tradition au niveau religion animiste. C'est-à-dire qu'en fait, attendez... Vous m'entendez toujours là? Parce que j'ai l'impression que j'ai un petit bug. Allô? Ah, c'est ça, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Alors, on va arrêter le... Je vais essayer de revenir vous voir. Alors, je recommence, partager. Excusez-moi pour la chute dans le cyberespace. Donc là, normalement, tu dois pouvoir me le confirmer, Majid. On est à nouveau ensemble avec le No Museum. Très bien. Alors, allons-y donc. Je vais aller maintenant... Voilà, on va passer de niveau en niveau. Donc, je change de niveau et je retourne voir Adam et Ève dans l'arche d'Atrahasis. Voilà. Alors, j'étais en train de vous expliquer que donc ce qui caractérise
Alors, la différence, c'est qu'au Japon, qui est une tradition animiste, comme les objets, les rivières, les fleuves, ne sont pas, comment on va dire, les rivières et les fleuves peuvent être habités d'une dimension métaphysique, d'une dimension religieuse. Ils n'ont pas de problème avec les technologies. Ils n'ont pas cette culpabilité. Une culpabilité d'ailleurs qu'on appelle en Europe, on appelle l'hubris ou l'hybris. C'est-à-dire c'est la culpabilité de corrompre notre âme par la technologie. C'est-à-dire la technologie, toutes ces machines sont suspectes de corrompre notre âme. Et dans la religion japonaise, comme les rivières, les fleuves peuvent être habités par des entités métaphysiques, ils n'ont pas ce problème-là. Et du coup, ils ont, alors là vous allez le voir, c'est quelque chose qui est assez jubilatoire, ils peuvent se permettre donc d'avoir des robots qui exercent des fonctions religieuses, qui sont dans le temple. Là, vous voyez, c'est un robot qui fait un office religieux. Un curé a utilisé un Segway pour faire le tour de son église pour bénir ses ouailles, et on lui a interdit de faire ça, bien évidemment. Donc c'est assez intéressant de voir que selon notre culture, notre background mythologique, on va avoir une relation différente à la technologie, et surtout au fait de s'augmenter. Alors je vais continuer à avancer dans cette notion d'augmentation, et je vais vous montrer un autre moment. Alors, une fois qu'on a la clé, on se rend compte que l'augmentation, cette course à l'augmentation, le fait à l'humain de s'amplifier, de s'augmenter, est très ancienne, mais a eu un moment important. Et le moment important, c'est un moment, je dirais, d'explosion, qui a surtout été décrit par un philosophe, bien analysé par un philosophe qui s'appelle Marshall McLuhan. Je suis toujours en ligne ? Ouais. Ah, je vous entends plus, j'ai l'impression que je ne suis plus en ligne. Oui. Si, c'est bon ? Très bien. Alors, du coup, je continue. En fait, il y a eu une révolution culturelle qui est essentiellement née en Amérique du Nord, dans les années 70-80, qui a donné la Silicon Valley. Il y a eu tout un tas de hippies techno qui ont été convaincus à cette époque-là que, entre autres, l'informatique, qui est un amplificateur cognitif, quelque chose qui nous augmente au niveau cognitif, allait nous émanciper, nous libérer dans un sens révolutionnaire. C'est-à-dire que, alors le personnage le plus emblématique que j'aime bien de cette révolution culturelle qui s'est produite donc en Amérique du Nord, Canada et États-Unis essentiellement, et qui a donné naissance d'ailleurs qui est, je dirais, l'épicentre, c'était San Francisco, et qui a donné naissance à la Silicon Valley, qui est né des mouvements de revendication de type émancipateur des Black Panthers, entre autres, et des féministes, et aussi des Amérindiens. Cette revendication identitaire a généré un mouvement de revendication. Et là, vous voyez, je l'ai mis en exergue, Ted Nelson, qui est la personne qui a inventé le mot hypertexte, était tellement convaincu que l'informatique allait nous libérer, qu'il a sorti un livre qui s'appelle Computer Lib, avec un point levé révolutionnaire que j'ai réutilisé dans une image augmentée, et qui disait « You must understand computer now ». C'est-à-dire qu'en fait, ils espéraient, tous les hippies techno qui ont généré la civilisation dans laquelle nous sommes, à partir de la cybernétique, on rêvait d'une émancipation planétaire à travers justement l'augmentation informatique. Alors, cette augmentation informatique est née de la cybernétique. Moi, j'aurais tendance à dire la grande date dans l'évolution. On a eu, là je vous ai parlé de l'origine de l'humanité, le fait que l'humain soit une créature informationnelle, mais on a un personnage, je ne vais pas m'attarder parce qu'il y en aurait pour 2 heures, mais le personnage important qui a généré le monde dans lequel nous sommes, la société de la communication, j'ai tendance à penser que c'est Norbert Wiener, le mathématicien américain qui a inventé la cybernétique. Et en inventant la cybernétique, il va mettre en évidence aussi quelque chose, c'est que ce qui caractérise, il va donner une nouvelle définition de l'homme, indirectement, c'est-à-dire l'humain est une créature informationnelle. Ce qui caractérise l'humain, c'est le traitement de l'information. Et plus nous allons traiter de l'information de façon complexe et collective, plus nous avons tendance
à assurer notre suprématie sur la planète jusqu'à la catastrophe que nous sommes en train de provoquer actuellement. Et cette augmentation par l'information, cette information qui nous entoure, qui se développe, qui se propage, qui avait été aussi imaginée et pensée par un philosophe jésuite, qui est Norbert Wiener, pas Norbert Wiener, pardon, qui est Théard de Chardin, qu'il a appelé la noosphère. C'est-à-dire il a mis en évidence le fait que nous nous entourons d'une sphère informationnelle. Hein. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la réalité augmentée. La réalité augmentée est la formalisation contemporaine des capacités de traitement de l'information de l'humanité. C'est-à-dire nous sommes en train d'étendre notre cerveau. Notre cerveau, en gros, est une machine à créer de la virtualité. Et ça, on rejoint la définition de la conscience par Bergson. Wiener, d'ailleurs, s'inspire, en quelque part. Il rejoint Bergson dans la notion de définition de la conscience. Alors, je l'ai mis où, Bergson? Enfin, c'est pas très grave, là, si je le retrouve pas. C'est que l'idée de Bergson, c'est que la conscience est notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce qu'on sait du passé. Et en fait, en gros, l'humain est très fragile. Dans l'évolution, l'humain est plus fragile que la majorité des prédateurs. Nous sommes bien moins bien équipés qu'un requin, qu'un tigre, qu'un aigle, hein, qu'un dauphin, qui a carrément un sonar. Et nous compensons notre faiblesse par notre capacité à imaginer toutes les merdes qui vont tomber sur la gueule dans les décennies qui viennent, dans l'heure qui vient, etc. Et c'est comme ça que l'humain met en place des stratégies qui assurent sa survie. Donc le cerveau humain est une machine à générer du virtuel. À chaque instant, vous êtes en train, par la conscience, de générer des espaces virtuels. Et donc la réalité augmentée contemporaine, la réalité virtuelle, la réalité mixte, ne sont que l'émergence métaphorique, hein, ce sont des métaphores en grandeur réelle de nos capacités cérébrales. Et nous développons des outils qui sont des amplificateurs de nos capacités cérébrales. Et alors, je vais terminer avec comment il s'appelle, avec Velázquez. Là, parce que je vais terminer avec Velázquez et le futur. Donc Velázquez, je vous le montre. Velázquez est un peintre, donc vous voyez bien hein, qui est ce peintre qui a peint les Ménines. Et je vous montre... Je suis toujours en ligne ? Oui, toujours. Je suis toujours en ligne. Combien il nous reste de temps, Majid ? Une dizaine de minutes. 10 minutes, bon alors ça va être parfait. Oui, ce sera l'occasion de présenter les... Alors, je vous montre Velázquez. Pourquoi dans ce contexte je vous montre Velázquez ? Parce que Velázquez, ce tableau des Ménines est emblématique justement de la réalité augmentée. C'est-à-dire que déjà Velázquez fait à son époque, à travers ce tableau, il est précurseur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Je vous montre pourquoi. Ça, justement, c'est aussi intéressant parce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce sont des outils d'investigation. C'est pas juste des outils ludiques, ils sont très intéressants parce que d'abord, ils sont extrêmement pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils amènent l'ensemble de la population et des jeunes à se familiariser avec les outils que sont l'informatique et en particulier la 3D. Mais ce sont aussi des outils de recherche. Et là, vous voyez, j'ai décomposé le tableau des Ménines de Velázquez, qui est un tableau extrêmement célèbre. Je l'ai décomposé en 3D pour vérifier qu'est-ce qui se reflète dans le miroir au fond. Si c'est le roi et la reine ou si c'est le tableau. Et en fait, en décomposant le tableau, j'ai fait des découvertes très intéressantes. Mais surtout, j'ai appelé ce tableau Velázquez Aristopunk. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous voyez, Velázquez, c'est le peintre qui est là. Et c'est très intéressant parce qu'il s'est peint en tenue d'apparat. Hein, c'est un selfie. Déjà, ce tableau, c'est intéressant. C'est une augmentation. C'est un super selfie. C'est-à-dire, il s'est mis en scène. Il s'est mis en scène en tenue d'apparat. On ne peint pas habillé comme ça. Hein, on peint avec un bleu de travail ou autre chose parce qu'on se met de la peinture partout. Donc là, il s'est mis en scène. Et il ne s'est pas mis en scène n'importe comment. Il s'est mis en scène avec la croix de l'ordre de Santiago. Hein, qui est le plus haut ordre de noblesse d'Espagne à l'époque. C'est l'équivalent des Templiers. Et il s'est mis en scène aussi, c'est très important, avec une épée. Il porte une épée sur le côté. Or, seule l'aristocratie peut porter l'épée. Hein. Seuls les aristocrates sont libres à l'époque. Or, Velázquez n'est pas un aristocrate. Il n'est pas noble, normalement. C'est un travailleur. Et un travailleur n'a pas le droit d'être anobli. Hein. L'aristocratie ne travaille pas. Et en fait, Velázquez va, avec le roi, ils vont magouiller un coup d'enfer, où ils vont obtenir une dérogation du pape pour que le roi puisse anoblir Velázquez malgré l'avis contraire de la cour. Et quand Velázquez sait qu'il va être anobli, il sort un vieux tableau qu'il avait peint de l'infante avant,
où il n'y avait pas toute cette scène-là, et il s'est mis en scène dans le tableau avec l'infante, et surtout, le tableau s'appelait La famille du roi d'Espagne. Et Velázquez se met en scène et il dit, vous voyez, je suis noble. C'est-à-dire, ce tableau, c'est un Faclacourt. C'est un Faclacourt. Velázquez est en train de dire, regardez, j'ai la croix de l'ordre de Santiago, je porte l'épée, je suis noble. Hein, je me fais un selfie où je me mets en scène. Et non seulement ça, mais il fait un jeu conceptuel absolument extraordinaire de mise en abîme, je dirais, de réalité augmentée conceptuelle, parce qu'à l'époque, il n'avait évidemment pas accès à des outils aussi puissants que nous avons actuellement. Donc, il utilise les outils qu'il a à l'époque. C'est quoi les outils de Velázquez à l'époque? C'est la perspective. Déjà, la perspective, c'est de la réalité augmentée. La perspective ouvre une fenêtre, c'est-à-dire ouvre les tableaux vers une profondeur simulée, virtuelle, un espace virtuel qui simule la réalité, dans lequel les peintres vont s'engouffrer. Toute l'histoire de la Renaissance, ça a été une révolution, littéralement, où tout le monde va s'engouffrer dans cette réalité virtuelle qui a été ouverte dans un cyberespace par la perspective. Alors ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil est absolument génial, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui il est en train de peindre, vous voyez, puisque le tableau nous tourne le dos. Sauf qu'il a peint un miroir au fond de la pièce. Et qu'est-ce qui se reflète dans le miroir? Eh bien, se reflète le tableau. Et qui voyons-nous dans le tableau? On voit le roi et la reine d'Espagne. Ce tableau de Velázquez est précurseur des jeux vidéo immersifs. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous tenez devant ce tableau, vous êtes l'avatar du roi et de la reine d'Espagne. Et le dernier truc caché que j'ai découvert en travaillant, c'est qu'au fond, il y a un personnage qui a intrigué pas mal d'années les critiques, et Arras et Foucault, lorsqu'ils analysent le tableau, disent « Don José Nieto Velázquez », qui est le grand chambellan du palais, qui n'est pas de la famille de Velázquez. Velázquez attire l'attention sur ce personnage-là. Il y a un petit mystère. C'est pourquoi Velázquez attire l'attention sur Don José Nieto Velázquez. Vous voyez, les perspectives du tableau convergent vers son bras. Et Arras et Foucault disent Don José Nieto Velázquez qui est en train de repousser un rideau au fond de la pièce. En fait, quand j'ai hacké le tableau, si vous allez sur Google Earth, vous pouvez zoomer dans le tableau jusqu'à la trame près. J'ai découvert, alors là, vous imaginez, j'ai grave kiffé. J'ai découvert, parce que c'est un des tableaux les plus analysés de l'histoire, quasiment, et je découvre, moi, artiste cyberpunk hacker, qu'il n'est pas en train de repousser un rideau, il a la main sur une poignée de porte. Vous voyez, je vais me rapprocher un peu plus, il a la main sur une poignée de porte. Alors vous allez me dire, oui, bon, mais alors qu'est-ce que ça change? Pourquoi il a la main sur une poignée de porte? Il pourrait repousser un rideau, bon, il y a une poignée de porte que personne n'a vue. Mais, comme je suis en train de décomposer le tableau en 3D, donc j'utilise un nouvel outil d'investigation, je suis obligé de respecter les perspectives, les règles de la perspective. Et là, lorsque j'arrive à modéliser la pièce, je découvre une anomalie. C'est que la poignée de la porte n'est pas à la bonne hauteur. Elle est à la hauteur d'un enfant ou d'un nain. Deux raisons. Soit parce que c'est une porte en haut d'un escalier, mais c'est pas drôle. Soit c'est parce que c'est une pièce qui est faite pour un enfant royal. Et là, c'est logique. On ne peut pas se faire chier à faire monter la poignée au fil de son âge à un nain, qui est là pour amuser la cour. Et donc, Velázquez est en train de nous dire, et en fait, la clé m'a été révélée par un jeune réalisateur Carlitos Zanahorias, qui ne connaissait pas l'histoire de la porte, mais qui, par contre, m'a dit, mais on sait ce que c'est cette pièce au fond. C'est, en fait, le roi a donné à Velázquez les anciens appartements du jeune roi, du futur roi, qui malheureusement venait de mourir. Et donc, Velázquez est en train de nous dire de façon complètement élégante et cryptée, et regardez les mecs, et en plus, je suis dans les appartements royaux. Il est au sommet de la hiérarchie de l'époque. Donc ce tableau est précurseur à tous les niveaux. C'est un selfie, c'est de la réalité augmentée, ça raconte des histoires. Donc voilà, ça c'était la partie sur Velázquez, et je terminerai, alors je vais sortir de là, et je terminerai, que j'en ai pas pour très 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 longtemps, sur notre futur, le futur vers lequel on se dirige, et le futur de ces outils-là sont en fait l'émanation de quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, ce futur, je vais vous faire une démonstration. Là, je vais aller dans les zones donc, qui décrivent ça. Et là, on va prendre les commandes d'une voiture. J'ai modélisé une automobile qui est un amplificateur. L'automobile nous augmente aussi. C'est un système d'augmentation. Et là, vous voyez, je vais remonter l'histoire de l'humanité. Donc là, je suis à moins 100 000 ans. Nous sommes 0,5 million d'habitants sur la planète. Et là, je remonte. Et ça, on ne peut pas le raconter autrement. On ne peut pas faire un graphique, sinon logarithmique, pour pouvoir représenter une courbe aussi longue. C'est-à-dire là, vous voyez, je suis en train de remonter l'histoire de l'humanité. C'est long.
C'est long, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on se dirige vers le monde moderne, vers notre époque, là, tout au bout, là-bas. C'est notre époque. Donc, vous voyez le chemin parcouru par l'humanité. Et en fait, l'humanité n'augmente pas si tant que ça, en nombre de populations, en quantité d'humains. Et là, vous voyez, je commence à me rapprocher, en fait, déjà d'une époque lointaine. C'est-à-dire là, vous voyez, j'arrive à moins 10 000 ans. Moins 10 000 ans, c'était il y a très très longtemps. Nous sommes 10 millions d'humains sur la planète. 10 millions seulement. À moins 5 000 ans, nous sommes 20 millions. Vous voyez les petites cubes là, sur le côté. Et là, regardez, à 400, hein, on est 200 millions. En 2012, nous étions 7 milliards. Vous voyez à quelle vitesse l'humanité est en train de croître. L'humanité est sans doute l'organisme, en cette période de pandémie, qui a le moins de problèmes de perpétuation et de survie sur la planète. Et là, nous atteignons, en 2050, nous allons être 9 milliards d'habitants. Ces 9 milliards d'habitants, on sait qu'ils vont être concentrés dans les grandes villes. Qu'est-ce qui a permis déjà, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, de concentrer des millions de gens dans des banlieues médiocres au niveau architectural? Et déjà, le confinement a commencé à la fin du XXe siècle. C'est grâce à la télévision. La télévision était une fenêtre qui permettait aux gens de s'évader de leur quotidien, de leur environnement médiocre, au niveau massif. Tout le monde ne pouvait pas habiter à Saint-Germain, en plein centre de Paris. Donc la majorité des gens vivent dans des environnements urbains qui ne sont pas si réjouissants que ça. Mais ils ont la télévision. La télévision a permis d'ouvrir une fenêtre sur le cyberespace. C'est la première grande fenêtre collective ouverte sur le cyberespace. Après, évidemment, la littérature, les religions, etc. Mais à cette échelle, c'est massif. Et là, ce que nous sommes en train de fabriquer avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le cyberespace, nous sommes en train d'ouvrir des fenêtres dans le cyberespace qui vont permettre aux 9 milliards d'habitants confinés dans des grandes cités urbaines de ne pas péter les plombs et de pouvoir explorer de nouveaux espaces à travers la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Là, on n'en est qu'au balbutiement, c'est comme le début du cinéma. Pour l'instant, tous ces outils-là, c'est le début d'un futur de confinement. Nous sommes d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est assez étonnant, comme la pandémie actuelle nous prépare à être confinés et à communiquer. Vous voyez, toutes les structures sont en train de s'habituer à faire ce que nous sommes en train de faire actuellement, à communiquer à travers le cyberespace. Ne plus se déplacer physiquement, ne plus être en contact physique, mais à communiquer à travers le cyberespace. Alors c'est une dystopie, ce que je vous raconte, ça peut paraître terrifiant. En même temps, je pense que c'est notre dernière chance de pouvoir cohabiter harmonieusement avant ce que Elon Musk est en train de préparer, parce que l'humanité est en train de le préparer, et ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire avant qu'on embarque dans les immenses nefs stellaires qui vont nous permettre comment on va dire, de partir dans l'espace et d'essaimer, en fait, de permettre à la vie de quitter la planète Terre et d'aller féconder, littéralement féconder l'espace, l'univers, le cosmos, à travers un processus qu'on appelle la négantropie. La panspermie, la négantropie. Et voilà, j'ai fini. Merci Yann Min pour ce voyage artistique mais aussi politique dans votre musée interactif et augmenté aussi. Donc je vous rappelle un petit peu pour ceux qui n'étaient pas avec nous dès le début. Donc Yann Min, c'est un artiste cyberpunk qui a exposé lors de sa conférence en fait son musée interactif où il a montré ses œuvres, notamment ses œuvres augmentées. Il a également parlé de la réalité augmentée et virtuelle et la réalité mixte en général, avant de parler aussi du principe de simulation du monde virtuel en rapport avec la cybernétique et le cerveau. Il a également traité le rapport de la Renaissance, donc la Renaissance et l'invention de la perspective, et notamment qu'il a considéré comme une genèse en fait de la réalité augmentée et virtuelle, vu que cette perspective nous a ouvert aussi à notre imagination d'autres perspectives. Donc il a analysé notamment l'œuvre Rimini de Velázquez en réalité augmentée avec ses découvertes. Donc il a découvert ce poignet magique qui était caché. Personne ne l'a vu sauf Yann Min. Donc c'est une découverte quand même de Yann Min. Donc avant de parler évidemment des révolutions numériques nord-américaines et de la Silicon Valley et enfin
le confinement et la surpopulation. Donc, merci beaucoup, Yann. Donc, avant de donner la parole à l'audience, donc on a quelques minutes, donc plutôt quelques questions, j'aimerais bien poser une question à Yann Mi, puisque vous vous définissez comme un artiste cyberpunk. Vous ne voyez pas que nous sommes devenus en fait tous des voyous cybernétiques ou des Robin Hood cybernétiques, si vous voulez, et que ça dérive dystopique est devenu une réalité visible. Tout à fait. Ben merci, oui, merci Magid de poser cette question. Alors effectivement, pour te répondre, la réponse est simple. C'est une question que je peux poser quasiment à tout l'auditoire. C'est-à-dire qui parmi nous, n'a pas sur son ordinateur un film piraté, de la musique piratée, un logiciel piraté. Et en fait, cyberpunk, étymologiquement, ça veut dire voyou cybernétique. C'est-à-dire punk, évidemment, ça fait référence aux Sex Pistols, mais ça vient d'avant. C'est-à-dire, c'est un terme qui vient du XVIIIe siècle anglais, qui veut dire un petit voyou. Hein, pas un grand voyou, un petit voyou un peu merdique. Et en fait, les cyberpunks sont des voyous cybernétiques. C'est-à-dire que, et en particulier, alors, tout le monde, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous sommes rentrés dans une société qui a transformé, comment vous dire, la science-fiction a imaginé deux futurs. Deux grands mouvements, deux grands courants de la science-fiction, que la science-fiction qui elle-même est une métaphore de notre spéculation du cerveau, de notre cerveau, puisque la science-fiction imagine un futur à venir sur plusieurs milliers d'années parfois. Et la science-fiction a eu deux grands courants, qui est le post-apocalyptique, on appelle ça le post-apo. Donc une guerre a eu lieu, ou une catastrophe a eu lieu, et l'humanité est dans un processus survivaliste. On a de la chance, ça n'est pas arrivé. Hein, alors qu'on n'en était pas loin. Hein, avec l'histoire des missiles de Cuba, on a quand même frôlé l'apocalypse nucléaire. Par contre, le deuxième courant de la science-fiction très important, c'est le cyberpunk, qui a été imaginé dans les années 80 par plusieurs auteurs, hein, quasiment simultanément. Et en fait, nous vivons actuellement dans la dystopie cyberpunk. C'est-à-dire le monde est devenu cyberpunk et l'ensemble de la population est devenu cyberpunk. Nous sommes devenus dans une société de voyous cybernétiques. Et un autre élément emblématique du cyberpunk, c'était le moment où les grandes entreprises, qu'ils appelaient dans les romans les majors, c'est pas les majeures compagnies, c'était les méga corpos, allaient avoir plus de pouvoir que les États. Hein, et nous sommes pile dans cette dystopie-là. Et donc, voilà, nous sommes tous devenus des cyberpunks malgré nous. Et alors, les artistes, je termine juste important, tous les artistes, même Léonard de Vinci, sont des cyberpunks, parce que le travail de l'artiste, et c'est ce que j'ai fait dès mes débuts, hein, il y a 40 ans, c'est de hacker les dispositifs. C'est-à-dire pour fabriquer des œuvres d'art en numérique, ça vaut une fortune. En particulier des années 80, ça valait une fortune. Et donc on avait mis avec mes amis artistes au point des stratégies pour hacker les studios, hein, pour pirater les studios de télévision en particulier, pour pouvoir faire des œuvres d'art. Et quand vous regardez autour de vous, vous verrez la très grande majorité des artistes sont des hackers. Ils détournent les systèmes. D'ailleurs, c'est une stratégie. Hein, et Léonard de Vinci était un grand hacker. Hein. Il a contourné les lois pour pouvoir disséquer des corps. Il n'avait pas le droit de disséquer des corps humains. Et en cachette, il a disséqué des corps humains pour analyser comment étaient faits les corps humains. Voilà. Oui, Magid, tu permets? Oui, monsieur. Oui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur Ahmed Moustachi, qui est le directeur de l'école des arts et métiers Casablanca. Enchanté. Et là, moi, je me pose la question, là, en réaction à ce que vous venez de dire, monsieur Yann, l'artiste dans ce domaine virtuel, mais également cet art dans le domaine académique, au sein des écoles d'ingénieurs. Je vous laisse le soin de nous développer ce point, et je laisse également le soin, si c'est Moustachi veut intervenir sur ce point. Oui, Yann, merci. Alors ma réflexion va pas du tout être politiquement correcte, hein, parce que si je me reprojette dans ma post-adolescence, quand je suis rentré très très tôt dans les grandes écoles d'art, hein, par tout un tas de concours de circonstances, et donc je suis rentré aux Arts Déco, à l'école nationale supérieure des arts décoratifs dans les années 80.
Et en fait, j'ai eu une chance inouïe. Et ça, c'est l'enjeu dans lequel nous sommes dans notre modernité. C'est pour ça que je vous ai parlé de ces dispositifs qui valaient $1 million dans une université américaine. C'est qu'une grande partie de la création passe par la technologie actuellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par le fait du prince, le directeur des Arts Déco, qui a été influencé par son fils qui revenait des États-Unis et qui avait flashé sur Fluxus, sur le courant Fluxus, a convaincu son père qu'il fallait créer un atelier d'art vidéo aux Arts Déco. Et en fait, il l'a fait. Monsieur Tourlière, donc le directeur des Arts Déco de l'époque, a réussi à obtenir une subvention de l'État directement et a investi dans un studio de télévision qui valait à l'époque 1 million de francs. C'était le seul studio de télévision semi-professionnel au monde, même les États-Unis n'en avaient pas à l'époque dans les grandes écoles, accessible à des étudiants d'art. D'habitude, c'est plutôt les écoles de cinéma qui ont accès à ça. Et c'était un atelier. Et donc, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, quand moi je suis arrivé en tant qu'étudiant et que j'ai découvert que j'avais accès à la télévision, en fait, c'était un outil impensable. Moi, je pensais soit cinéma, soit dessin animé, mais la télévision était à l'époque quelque chose, une espèce de monument auquel on ne pouvait pas toucher. Et là, j'ai pété les plombs et j'ai littéralement hacké l'école. C'est-à-dire que l'école fermait à 10h, je me laissais enfermer dans l'école pour pouvoir avoir accès aux machines, et j'ai passé des nuits entières en clandestin à fabriquer des œuvres, parce que c'était devenu essentiel. Et donc, j'ai tendance à dire, ce qui manque actuellement, parce que ça, c'était un événement exceptionnel, ça n'existe plus en Europe, parce que ça coûte les écoles, et surtout les écoles d'art, n'ont pas des outils à $1 million. Et donc, du coup, on a à une échelle politique, on est en retard. Tout ce qu'on fait, nous, en tant que profs, pédagogues ou aux écoles en Europe, c'est apprendre à nos étudiants à utiliser du matériel américain. C'est en gros, et justement à reproduire toute une stratégie hégémonique des États-Unis, parce que c'est la cybernétique, c'est une stratégie quasiment officielle aux États-Unis, c'est qui contrôle l'information, contrôle le monde. Et donc, en prenant le contrôle, c'est aussi Marshall McLuhan, le message c'est le médium. C'est pas ce qui passe, ce que nous faisons comme œuvre, c'est pas ce que je vous raconte là qui change la société. C'est l'existence même de la télévision qui a changé la société. C'est le message, c'est le médium. Et donc, le truc, c'est que les outils que nous utilisons, les outils avec lesquels nous enseignons, sont des outils qui viennent des États-Unis. Et donc, l'enjeu, c'est d'essayer de rattraper ce processus-là, qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire de faire en sorte que nous revenions à une époque où nos étudiants et nous-mêmes pouvons avoir accès à des outils extrêmement puissants qui vont nous permettre de reprendre de l'avance à la fois dans la création, dans le contenu, etc. Mais c'est quasiment un enjeu impossible, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est ma réflexion, qui n'est pas forcément qui n'est pas consensuelle, mais c'est parce que c'est normal, je suis un cyberpunk, donc je passe mon temps à hacker tout ce qui passe. D'accord, Yann. Donc je vous prends trois questions. La parole à l'audience. Vous avez des questions à Yann? Non, il n'y a pas de question. C'est pas, il n'y a pas de question, j'en ai une. Est-ce que la réalité augmentée, je parle là d'un point de vue philosophique, est-ce que la réalité virtuelle fausse la réalité? Fausse? Non. Fausse? Alors, non. Ça aussi, c'est une très bonne question parce qu'on a peur. Notre société a très très peur de ce processus qui est en train d'arriver actuellement parce qu'il va à une vitesse exponentielle. C'est l'histoire de la loi de Moore, ça serait assez long à expliquer, mais il y a une accélération de l'histoire qui est en train de se produire. Et du coup, on est, d'ailleurs, nos générations à nous, de boomers, parfois on a un peu l'impression de rester dépassés par tout ce qui est en train de se produire. Et ça va en s'accélérant. Alors, en fait, déjà, il y a une chose qui est importante à comprendre avec ces technologies, enfin comme moi je pense, c'est qu'elles ne remplacent pas la réalité. Elle ne vient pas souvent, la peur qu'on a, c'est que la réalité virtuelle, les mondes augmentés, les mondes persistants, le cyberespace viennent remplacer notre relation au réel ou notre relation à la sexualité, par exemple, des choses comme ça. Alors non, ça ne la remplace pas, ça vient s'ajouter. L'exemple que je dis à chaque fois, c'est l'automobile. L'automobile n'a pas remplacé la marche. Non seulement elle n'a pas remplacé la marche, mais elle a augmenté la marche. C'est-à-dire qu'on va prendre l'automobile pour aller marcher dans la forêt, pour aller marcher à la montagne, pour aller marcher près de la mer. Donc l'automobile est un outil qui amplifie la marche, à la fois par l'amplification motrice de l'automobile elle-même, mais aussi par le fait qu'elle facilite le fait de marcher dans des bonnes conditions. Par contre, l'automobile a inventé une nouvelle relation au réel qui n'existait pas avant. C'est-à-dire l'automobile a inventé le plaisir de conduire à 120, 130 km/h, parfois plus en Allemagne, à 200 km/h, la nuit sur les autoroutes en écoutant de la musique.
Ça n'existait pas. Ça, c'est un plaisir très particulier. Le cyberespace est en train de rajouter une couche, c'est-à-dire elle ne remplace pas, le cyberespace ne remplace pas le réel, mais il rajoute une nouvelle couche informationnelle, complexe, à la réalité. Et génère dans notre esprit de nouvelles relations aux autres et au monde. Et qui ne remplacent pas les anciennes relations, mais qui viennent les complexifier. Et ça génère, alors en particulier pour les jeunes générations qui ont l'habitude de jouer, entre autres, aux jeux vidéo avec des avatars, c'est très intéressant ce qui se produit. C'est qu'en fait, il faut penser que les réseaux sociaux numériques, Facebook, mais Facebook c'est tout petit par rapport à des réseaux sociaux numériques comme Second Life, par exemple, ou les grands jeux vidéo comme World of Warcraft, par exemple, qui concernent des millions de gens, et où on a des avatars en 3D. C'est-à-dire ce sont des réseaux sociaux numériques où nous avons des relations sociales dématérialisées pas avec des robots, avec d'autres humains, à travers des entités fictives, imaginaires, qui sont les avatars en 3D. Or, notre interlocuteur, c'est l'entité la plus complexe qu'on connaisse de l'univers. L'humain, c'est l'entité la plus complexe qu'on connaisse de l'univers. Donc on est en relation, à travers un médium technologique, avec d'autres humains, qui s'incarnent dans des avatars qui ne sont pas forcément à figure humaine. C'est-à-dire qu'on commence à développer des relations sociales dématérialisées. Alors, le grand jeu que tout le monde fait très rapidement, c'est déjà d'explorer son alter ego masculin-féminin. C'est-à-dire que les hommes vont prendre un avatar féminin, les femmes vont prendre un avatar masculin. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre un avatar de guerrier, de chevalier, de monstre, de dragon, de robot. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on développe des relations sociales, des relations amoureuses, des relations affectives, des relations sexuelles à long terme. C'est-à-dire pas juste sur 10 minutes, un quart d'heure ou même une journée. C'est sur des mois et des années. Et donc ce qui se produit, c'est que nous générons des individualités. Alors qu'est-ce que ce sont les individualités ? Vous en avez déjà, nous en avons tous déjà, au moins deux. L'individualité qu'on a quand on est dans l'intimité, et l'individualité qu'on a lorsqu'on est dans une relation sociale, au boulot par exemple. Les gens changent complètement de personnalité parfois, lorsqu'ils sont dans l'intimité de la famille et lorsqu'ils sont dans le public au travail. Et c'est le transport. En général, la transition entre nos individualités se fait par le déplacement physique. Là, avec les réseaux sociaux numériques, nous développons des individualités grandiloquentes, exceptionnelles, bizarres, mais avec lesquelles on va, année après année, avoir des relations sociales complexes. Et ça développe, ça enrichit, moi j'ai tendance à dire, ça enrichit, ça complexifie notre relation aux autres et au monde. Voilà, ça c'est la grande révolution que nous sommes en train de vivre actuellement. Et là, la question se pose de la relation qui existe dans ce monde virtuel et les sciences humaines et sociales, principalement la sociologie et la psychologie. Alors, tu soulèves effectivement... Alors, le problème, c'est que moi, je suis qu'un artiste. Ce que je constate, et tu soulèves une très très bonne question, c'est que moi, j'ai pas les outils. Je suis pas un scientifique, ni un chercheur, ni un sociologue. Mais j'en ai rencontré plein. C'est-à-dire, actuellement, en particulier, Second Life est un outil très très intéressant, mais il y en a de plus en plus, qui attire et qui intéresse énormément les chercheurs. Et du coup, j'ai été invité très souvent dans des colloques scientifiques, justement, pour témoigner, parce que moi, je ne peux que témoigner de mon expérience, mais par des scientifiques, par des chercheurs, par des psychologues, qui sont en train d'étudier, de chercher quels sont justement à la fois les problèmes et les modifications cognitives que génère à un niveau assez sérieux. Je pense par exemple, ils m'ont invité, d'ailleurs c'est assez sympa, puisque Serge Tisseron, qui est un chercheur en psychologie assez connu, et Frédéric Tordeau m'ont spontanément invité dans leur institut de recherche sur l'homme et le robot, parce que ces nouvelles relations qu'on a avec les créatures artificielles, mais aussi avec nos égos démultipliés, avec nos avatars, changent notre relation aux autres et au monde de façon très très profonde. Faut penser que dans Second Life, c'est connu. Il y a des couples qui se sont défaits, qui ont divorcé dans le monde réel à cause de relations dématérialisées. Et on a l'inverse. On a des gens qui ne se sont rencontrés qu'à travers des avatars et qui ont fini par se rencontrer dans le réel et qui vivent toujours ensemble. J'ai des exemples autour de moi de gens qui ne se sont d'abord rencontrés dans les mondes virtuels et ça a généré ça a facilité même d'ailleurs des relations auxquelles on ne s'attend pas d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a des choses étranges qui se produisent où des gens qu'on n'aurait pas spontanément imaginé qu'ils soient ensemble dans la réalité se sont mis ensemble à travers une relation dématérialisée avec leurs avatars. Et ça reste... Alors il y a
on peut en parler très longtemps, il y a énormément de mystères. Le plus intéressant que moi, qui me fascine, c'est les neurones miroirs, par exemple. C'est comment se fait-il, l'une des questions, comment se fait-il que, par exemple, vous voyez, actuellement, je vous donne, pour répondre, je m'excuse d'être un peu long, mais ta question est passionnante. Là, actuellement, nous sommes en talking heads. On appelle ça les talking heads, ça vient de la télévision. C'est-à-dire, nous sommes des têtes parlantes. En réalité, ce processus génère très peu d'investissement émotionnel et affectif. Les têtes parlantes, ça marche pas. Et par contre, la chose étrange qu'on a constatée, c'est que si on parlait à travers Second Life, à travers des avatars à la troisième personne, qu'on voit de dos, hein, non pas en subjectif, mais on voit des petits avatars un peu caricaturaux, et ben l'investissement émotionnel et affectif est beaucoup plus fort, étrangement. Et on ne sait pas pourquoi. Et alors, si on se doute, mais ce n'est pas vérifié scientifiquement, on pense que c'est un phénomène qui est lié au subconscient, c'est que ce sont les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qui sont au niveau subconscient, qu'on ne perçoit pas, qui, chaque fois qu'ils voient un personnage en pied dans le champ de vision, se mettent à mimer ce qu'est en train de faire le personnage. Et en fait, ce qui se produit, alors ça par contre je l'ai bien compris, ce qui se produit avec la virtualité, avec le cyberespace, et en particulier avec ces outils-là, c'est que nous sommes en train de faire rentrer le subconscient dans la boucle de relation. Le subconscient qui, pour l'instant, par exemple, lorsque nous sommes en train de parler, vous voyez, vous êtes passif, là, vous m'écoutez. Là, c'est une relation essentiellement du conscient. Pourquoi ? Parce que votre corps est immobile. Et le corps, c'est le subconscient. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, comme celui-ci, vous synchronisez le système vestibulaire, qui est le système de l'équilibre, avec la vision. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous bougez, avec le casque sur les yeux, le corps... Alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait que le corps, à travers le système vestibulaire, parce que le système vestibulaire, c'est l'équilibre, c'est le corps, rentre dans la relation dématérialisée. Et pour le corps, je vous le résume de façon très simple, pour votre conscient, quand vous êtes dans le monde virtuel, bien évidemment, vous savez que vous êtes dans un monde fictif. Mais quand vous êtes dans un casque de réalité virtuelle, votre subconscient le croit réel, à tel point que les gens ont le vertige. Si vous faites marcher des gens au-dessus du vide dans les mondes virtuels, ils ont le vertige. Et c'est la plus belle démonstration de l'arrivée du subconscient dans la boucle informationnelle. Le rêve de tous les artistes, c'est de réussir à toucher le subconscient, d'aller explorer. Et d'ailleurs, quand j'étais aux États-Unis, au Canada en particulier, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils soignent certaines psychoses et certaines phobies avec la réalité virtuelle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut parler, on va chercher, on va communiquer avec cet iceberg caché en dessous, qu'est le subconscient. Et donc c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est ça la puissance des mondes dématérialisés, c'est que nous sommes en train de faire rentrer le subconscient, donc le corps. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on croit que les mondes virtuels nous font perdre notre relation au corps. C'est exactement le contraire qui est en train de se produire. On est en train de faire massivement rentrer le corps dans la relation dématérialisée dans le cyberespace. Bon, désolé, j'étais un peu long, mais la question est vertigineuse. Je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs. Il y a une dernière question. Ami Aziz Chafiq. Bonjour Yann, merci pour cette conférence très riche. Je vais m'éloigner un petit peu du monde virtuel, mais je reste toujours sur l'augmentation, la réalité augmentée. Et j'ai quelques peurs vis-à-vis de ces GAFA qui engagent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements pour augmenter le corps. Et là, pas sur le volet virtuel, mais sur le volet réel, c'est-à-dire aller vers l'homme qui est surhumain, qui est augmenté avec des possibilités qui dépassent la normale. Et ça fait peur. Et donc, est-ce que là, dont vous parlez, c'est-à-dire le cyberespace, est là pour réguler cette déviance Non, mais alors ta question, évidemment, tu vois, je peux pas te répondre. Ta question est vertigineuse, hein, évidemment, parce que c'est bien le problème que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est la puissance de nos augmentations. Si tu veux, ma réflexion là-dessus, c'est que jusqu'au Moyen Âge, nos augmentations n'étaient pas si puissantes que ça.
C'est-à-dire les arbalètes, les armes, les épées, les machines à calculer, et ces outils-là avaient une certaine puissance. Mais en fait, le problème, c'est ce que Marshall McLuhan appelle la narcose narcissique. En gros, chaque fois que tu utilises un outil, tu deviens un cyborg. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est pour ça que j'ai parlé d'Adam et Ève, tout nus à l'origine. Le problème de l'humanité, c'est qui sommes-nous ? À la fois à l'échelle collective comme à l'échelle individuelle. Chacun d'entre nous est dans une quête consciente ou subconsciente de qui nous sommes. Le problème étant que déjà, tout nu, savoir qui nous sommes, c'est pas évident, mais si tu te greffes une technologie qui t'augmente, donc l'automobile est le meilleur exemple pour moi, tu deviens un cyborg, c'est-à-dire tu deviens un humain augmenté. Alors, quand tu t'augmentes avec un marteau, tu prends un marteau, le marteau augmente la main, donc tu tapes. Tu comprends en 10 minutes qui tu es avec un marteau. C'est-à-dire comment l'humain sait qui il est. Il a deux solutions. Soit c'est le Notice et Othon qui n'est pas de Socrate d'ailleurs, c'est le Notice et Othon écrit sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même. On oublie toujours la suite. Connais-toi toi-même, il dit connaîtra les dieux et l'Olympe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas se connaître soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si tu arrives à te sortir de toi-même, à te voir agir et savoir qui tu es de nature divine. Donc comment l'humain sait qui il est ? C'est quand il atteint ses limites. Et toute l'histoire de l'humanité peut être vue à travers notre quête de nos limites. C'est-à-dire nous expérimentons nos limites. Chaque humain essaie de se comprendre qu'il est en atteignant ses limites. Et c'est par notre médiocrité, justement, que nous savons qui nous sommes. C'est-à-dire lorsque nous atteignons nos limites, nous savons qui nous sommes, et entre autres avec l'outil. Donc le jeune conducteur va par exemple, alors il n'y a pas que les nouvelles technologies qui provoquent des catastrophes. L'automobile, qui était un truc mécanique, quand même, quelque part, c'est 5000 morts en France par an sur les autoroutes, et il y en avait beaucoup plus avant. Pourquoi ? Parce que le jeune conducteur, lorsqu'il prend une automobile, devient un cyborg. L'automobile amplifie les jambes, mais en amplifiant les jambes, l'automobile amplifie les tropismes cognitifs associés à la course. Quand est-ce que l'humain court ? Il court quand il chasse, il attaque et il combat. Donc le jeune conducteur, on lui fait une queue de poisson sur l'autoroute, il va voir blanc. Il va voir blanc pourquoi ? Parce qu'il est dans un processus d'augmentation de la motricité et du coup de la chasse, du combat. Et donc il va rentrer en compétition, souvent morbide, avec celui qu'il a fait, parce qu'il est submergé par les fonctions du corps qui ont été amplifiées par l'outil. La caméra, souvent je cite la caméra vidéo. Alors Marshall McLuhan appelle cet état l'état de narcose narcissique, comme Narcisse qui essaie de comprendre qui il est. Il reste figé sur son image, il essaie de comprendre qui il est. Et du coup, nous sommes rentrés dans un état de narcose. Par exemple, tu prends l'appareil photo, c'est un amplificateur incroyable, c'est un amplificateur de la mémoire. Résultat, tu ne vis plus ton voyage, tes moments exceptionnels, la naissance du bébé, le mariage, etc., qu'à travers l'acte de photographier. Si tu n'as pas photographié un moment essentiel que tu as vécu, tu sens un vide, tu sens une frustration. C'est typiquement un état de narcose narcissique généré par un amplificateur. Et qu'est-ce que c'est un ordinateur ? Qu'est-ce que ce sont les réseaux sociaux numériques ? Ce sont des amplificateurs du cerveau. C'est carrément à l'échelle planétaire. Alors, le problème c'est quoi ? C'est que l'automobile évolue moins vite que nous. Donc, la majorité des conducteurs vont expérimenter leurs limites avec l'automobile et puis vont sortir, pour la majorité, il y en a qui restent scotchés sur la bagnole toute leur vie, mais en général, la majorité des conducteurs sortent de l'état de narcose narcissique au bout de 6 mois, 1 an avec l'automobile. Mais le problème de l'informatique, qui est un amplificateur cognitif, c'est qu'elle évolue plus vite que nous. C'est-à-dire que même si tu peux pas atteindre tes limites avec l'informatique, et un exemple très concret, c'est posons-nous la question par exemple de qu'est-ce qu'amplifie un réseau social numérique. Un réseau social numérique, c'est un amplificateur existentiel, c'est pas rien. C'est-à-dire les gens amplifient leur existence à travers ce dispositif qui est d'une puissance planétaire. Et en plus, il se complexifie, il s'augmente, etc. Et donc le problème que nous vivons actuellement, c'est qu'effectivement, et je n'ai pas de solution, je n'ai pas de proposition à ça, nous sommes dans un processus, l'humanité quasiment entièrement est rentrée dans un état de narcose narcissique, à essayer de comprendre quelles sont ses limites avec les outils qu'elle utilise. Et les personnages les plus emblématiques, pour conclure de ce processus-là, moi, ils me font rire, parce que je les trouve plutôt sympathiques par rapport aux autres multimilliardaires beaucoup plus néfastes qu'il y a sur la planète. Mais Elon Musk, si tu regardes Bezos, Elon Musk, etc., ils sont en pleine narcose narcissique. C'est-à-dire qu'ils sont dans une narcose narcissique générée par l'argent. Ils ont énormément d'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil. Et c'est un convertisseur. C'est-à-dire l'argent est un outil qui convertit tout en n'importe quoi. Il convertit du
du travail en nourriture, de la nourriture en terrain. C'est la pierre philosophale. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc ils sont rentrés dans un état de narcose narcissique où ils explorent leurs limites. Alors c'est intéressant, c'est que les limites qu'ils ont, c'est les limites de l'humanité. Et c'est le voyage dans l'espace. Hein. Quand tu regardes là où ils se consacrent, c'est la mort, c'est transgresser la mort. Hein. Google, comment il s'appelle, Kurzweil et Larry Page essaient de transgresser justement une des grandes limites de l'humanité historique, qui est la mort. Bezos veut lancer des fusées, Elon Musk aussi. Et le dernier truc, alors qui fait peur, justement, qui est intéressant, je termine aussi là-dessus, mais c'est génial ce qui est en train de se produire, c'est Neuralink. On n'en parle pas trop de Neuralink d'Elon Musk, mais c'est énorme ce qu'il est en train de préparer. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis j'ai un ami artiste et qui est atteint de la maladie de Parkinson, et on lui a mis des implants neuronaux qui améliorent, c'est justement ça le soigne pas, mais ça améliore sa motricité, etc. Mais il me l'a confirmé, et on le sait, c'est que les implants neuronaux changent sa personnalité et peuvent même l'amplifier, c'est-à-dire lui donner plus de créativité. On se retrouve avec des nouvelles technologies qui vont en plus amplifier certains traits de caractère et les amplifier positivement, hein, amplifier la créativité. Et le truc qui ne se dit pas actuellement, parce que ça reste encore un peu confidentiel, parce que éthiquement ça pose énormément de problèmes, et les médecins qui travaillent sur ces implants pour soigner les gens atteints de la maladie de Parkinson, en fait, ils en témoignent, mais discrètement, ils peuvent agir sur la prise de décision. C'est-à-dire ces implants-là, selon les stimulations que tu vas envoyer, peuvent modifier la prise de décision de l'utilisateur. Donc imagine le truc vertigineux qui va exploser, je dirais, dans les 10 ans à venir, lorsque les Neuralink va comment on va dire, populariser l'utilisation de ces implants. Hein, les cyberpunks comme moi ou d'autres vont se ruer dessus pour se les implanter, pour justement, avec les boîtiers, essayer de changer notre façon et d'amplifier notre façon de penser et de réagir aux autres. Donc on est actuellement, je te dis, il y a une accélération de l'histoire que nous sommes en train de vivre qui est totalement vertigineuse. Il faut se préparer à tout ce qui va exploser là dans les 20 ans à venir. Excuse-moi, j'ai encore été très long. Ben, je demande à M. Goligay, est-ce qu'on a un peu de temps aussi? Le temps, je crois. Monsieur Goligay? Oui. Je crois que... On a encore le temps. Je crois que c'est suffisant. Ouais. C'est très, très intéressant et très riche. Bon, du moment qu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de questions, on va libérer notre ami... c'était un plaisir. C'était un plaisir, hein. T'as vu comme je suis bavard. Hein. Donc, pose-moi des questions et je vais te raconter plein de trucs pendant des heures. Tu vois. Non, mais c'est très intéressant, c'est très riche. Et on vous remercie pour tout cet effort. Bien sûr, en donnant rendez-vous à nos amis sur Facebook et ailleurs qui nous ont suivis, que prochainement on aura une autre conférence semblable sur un autre sujet sur lequel on est en train de réfléchir, moi et Majid, pour préparer la prochaine édition du Festival international d'art vidéo qui éventuellement aura lieu fin novembre. Et il y aura beaucoup de choses qu'on est en train de préparer, on est en train de mettre en place, que ce soit dans ce secteur de la réalité augmentée ou dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines qui touchent la vidéo, l'évolution de la vidéo, les interactions avec le monde réel et virtuel, entre complémentarité ou c'est juste un échappatoire à la réalité pour créer et recréer et régénérer la réalité. Un certain nombre de questions qui se sont posées et qui sont actuellement posées sur des recherches sur la société, principalement après cette expérience de corona et de confinement. Je vous remercie infiniment et je te laisse la parole, Majid. Oui, bien sûr. C'est toujours un plaisir d'écouter Yamine. Et effectivement, comme il l'a évoqué, M. Goligay, donc le doyen de la faculté de président du festival, on prépare la 27e édition du Festival international d'art vidéo en fin septembre prochain. J'espère qu'il sera présentiel. Et comme d'habitude, Yann, toi et Linda, donc, soyez les bienvenus. Vous êtes tout le temps
invités donc, pour donner des conférences, des workshops aux étudiants. Et voilà, c'est toujours cette collaboration qui va bien sûr prendre d'autres dimensions. Et évidemment, on réfléchit à d'autres projets prochainement et dans le futur. Alors, vraiment, la conférence était intéressante, passionnante comme toujours d'ailleurs. Et je vous remercie infiniment d'avoir consacré ce temps pour nous, pour le public marocain. Et j'espère qu'on se retrouve prochainement dans d'autres conférences. Merci à toute l'audience. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. On va la mettre en ligne soit ce soir, soit demain, une fois montée. Donc, on va la mettre en ligne et tout le monde, évidemment, aura l'occasion de l'écouter et la voir tant qu'il veut. Merci encore une fois. Merci à M. Merci à tous. Ayane, merci à toute l'audience. Et merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.